Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Tu comprends? Juste une phrase comme ça. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Alors quand tu lis, est-ce que tu lis pour la continuité, le développement, le linéaire, ou est-ce qu'au contraire, ce qui te fixe là dans le souvenir du livre, c'est pas tout d'un coup ces surgissements du fond comme des blocs qui auraient été charriés là, et c'est juste une phrase. Et la phrase, elle tombe là comme si elle était totalement étrangère au contexte du livre. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Et écoute le cortège, c'est pas écoute les morts, le cortège. Est-ce qu'il surgit de l'arrière de toi? Est-ce qu'il te double des deux côtés? Est-ce que tu es devant en surplomb ou alors en contre-plongée et que tu vois ce lent cortège-là des morts? Et en plus, c'est tous les morts. Est-ce que c'est les morts qui te sont tiens? Est-ce que c'est juste le cortège de l'ensemble des morts? Et tu l'écoutes. Or, le cortège des morts, évidemment, c'est des ombres dans la nuit. Écoute le cortège des morts, ça veut dire que tu as quitté le visible, tu écoutes, qu'est-ce que tu entends? Tu entends des pas? Non, tu entends avec son bruit d'abeilles. Or, bruit d'abeilles, il y en a là, une touffe de lavande, quand le soleil paraît, tu as ce petit vrombissement, tu as des tout petits éclats lumineux, mais à moins de 2 mètres, tu les vois pas, les petites abeilles. Par contre, tu entends ce léger vrombissement, mais c'est un vrombissement de vie, de senteur. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Alors, ça fait plusieurs mois, j'ai repris, parce que je l'avais déjà lu, les anti-mémoires de Malraux. Les anti-mémoires, c'est une espèce de flux continu où il part de moments présents extrêmement denses, séances de torture à la Gestapo, séances d'émeutes, révoltes quand les prisonniers se libèrent eux-mêmes à la prison de Toulouse. C'est un char qui s'écrase dans un entonnoir et a priori il va être bombardé et finalement il n'y est pas. Et puis ensuite, un peu sur le principe des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est raconté par le Malraux au présent, celui qui est là en entretien avec Nehru, avec Léopold Senghor, avec en Chine aussi, il est présenté à Mao. Et cette conjonction fait que tu as un livre qui est à la fois de perception, de sensations extrêmement concrètes, extrêmement précises. Tu es en Inde, tu reviens de visiter Aurangabad ou d'autres, ou les caves d'Ellora, et tu te retrouves, on t'a laissé seul dans cette résidence, toute fenêtre ouverte, qui est celle des diplomates. Donc c'est quelque chose sur l'instant, la perception, la sensation subjective, et en même temps qui croise tout un ensemble de ces forces souterraines qui sont éminemment politiques. Et pas besoin de faire un dessin, comment aujourd'hui il y a besoin de travailler ça en nous pour le tenir à distance, le résister, beaucoup plus que comprendre. Et Malraux, donc, les anti-mémoires, le rassemble en 76, donc 3-4 ans après, avec un autre ensemble. Et c'est ce qu'il va appeler le miroir des limbes. Quel titre! Le miroir des limbes en 2 volumes. Et le 2e volume, il appelle ça la corde et les souris. Ce qui n'est pas un bon titre, mais c'est justement parce que ça rassemble 4 textes disjoints. Dans le premier, des chaînes qu'on abat. C'est quoi? C'est une visite à De Gaulle dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises en plein hiver, la neige, le vieux bonhomme vieillissant qui remâche son mai 68 et sa prise de pouvoir, l'idée même de la dictature, et puis inversement ce grand paysage de neige sombre, mais c'est raconté 2 ans après, c'est raconté dans De Gaulle est mort. C'est-à-dire, tu pars, De Gaulle est mort, je reconstitue à l'image de la mort cette dernière conversation que j'ai eue avec lui, avec des chats, avec Madame de Gaulle. Et 2e texte, sur Picasso.
Ça s'appelle La tête d'obsidienne, ça a dû être Chaîne qu'on abat en 1971, La tête d'obsidienne peut-être 72 ou 73, et puis 76, il rassemble ces 4 textes pour faire le volume 2 du Miroir des limbes, et ça s'appelle plus ni Chaîne qu'on abat, ni Tête d'obsidienne. Et alors quoi? On se retrouve chez Picasso. Alors Picasso c'est pareil, il vient de mourir. Il meurt en 73. Il est invité par Jacqueline Picasso, c'est-à-dire sa dernière compagne, au château de Vauvenargues. C'est une espèce d'écrin, là ça se visite, bon, planté sur le massif nord de la Sainte-Victoire, avec je crois 1000 hectares de morceaux de Sainte-Victoire incluse dans le domaine. Et château, ça veut dire quoi? C'est un labyrinthe de pièces. Et toutes les pièces sont encombrées, comme dans un cauchemar, de toiles, de sculptures, de moulages. Et puis, au centre de cette peinture, là, quasi convulsive, mais ça c'est pas un mot à Malraux, donc je le retire, de Picasso, là, dans son ultime période, il y a ce qui fait que Jacqueline Picasso a demandé à Malraux de venir, il y a les tableaux personnels de Picasso, c'est-à-dire il avait un Cézanne, il avait des Poussins, il avait je ne sais même pas si un Rembrandt, enfin une collection de peintures qui s'était constituée pour lui, et ce qu'il n'a pas inclus dans sa collection valant autant que... Et il a comme dernière volonté que cette collection soit donnée à l'État, elle est au musée Picasso maintenant à Paris, mais qu'elle ne soit pas divisée, alors que l'État dit « Ok, on prend la succession, voilà ce que ça fera sur vos droits et tout ça, des affaires financières aussi. » Et dire le Cézanne, il ira à cet endroit parce que c'est là qu'on a les Cézanne, le Rembrandt, il ira là parce que c'est dans cet autre endroit du Louvre qu'il y a les Rembrandt, on ne peut pas les mettre ensemble, etc., etc. Donc elle demande l'intervention de Malraux pour ça. Et Malraux, tout ce qu'il fait, c'est il marche dans les pièces de Vauvenargues, encore imprégnées de Picasso, mais on est dans l'après-Picasso. On est dans, comme pour De Gaulle, dans qu'est-ce qui reste de la mort quand qu'est-ce qui reste quand le type est parti, quand la mort a fait son travail, et qu'il reste là cet encombrement, ce labyrinthe des pièces, et les toiles sont toutes posées contre le mur, et il y a toujours ce geste, soit de Jacqueline Picasso, soit d'un type qui est son assistant, qui était déjà celui de Picasso, qui s'appelle Miguel, qui a fait la guerre espagnole du côté républicain, bien sûr, et il retourne les toiles une par une pour Malraux retrouve toute l'histoire de Picasso, et là réinsère, toujours dans ce même principe, l'ensemble des conversations qu'il a eues avec Picasso. La première fois qu'il est allé dans son atelier au bateau Lavoir à Paris. Il y a encore Max Jacob, par exemple. Et en 1938, une visite qu'il fait à Picasso, lui il est mobilisé, il est en uniforme de colonel, et là Picasso est en train, ou 40, je ne sais plus, enfin en tout cas disons 38, Picasso est en train de peindre Guernica. Et Malraux reconstitue cette conversation avec Picasso dans la fabrique même de Guernica. Alors comment il travaille Malraux, ça j'en sais rien. Je pense qu'il y a une part de notes, c'est pour ça que je le lis depuis longtemps, c'est que à mesure que tu as des lectures transversales qui viennent, par exemple le mémorial de Sainte-Hélène. Alors le mémorial de Sainte-Hélène, c'est ça, c'est Lascaz qui transcrit ses conversations avec Napoléon au jour le jour, et même qui note, ça appartenait au privé, je n'en parle pas, et ensuite il est incapable de retrouver, 5 ans après, quand il le publie, de quoi ils avaient bien pu parler. Et ces conversations avec Picasso sont... Malraux lui donne un axe, on cherche le masque. Et bon, du point de vue artistique, c'est fascinant. Artistique, même c'est pas le mot, puisque Picasso n'emploie jamais le mot artiste, il n'emploie jamais le mot peintre. Il parle de la peinture. Et dans ce conflit, Malraux axe qu'est-ce que change à ce conflit? Cette rage, cette déconstruction, le fait de savoir qu'à un moment donné, Picasso dit « je ne choisis plus ». C'est-à-dire la confrontation avec la mort, Malraux dit, même si c'est le néant, qu'est-ce que ça change
par rapport à la plus ancienne confrontation. Et c'est là que vient cette phrase, c'est ce que me disent ces toiles harcelantes. Ces toiles harcelantes, avec la voix de l'inscription de Thèbes, c'est-à-dire qu'il marque la voix, il marque l'inscription, avec la voix de l'inscription de Thèbes, écoute le cortège des morts avec leur bruit d'abeilles. Et plus dans le fonctionnement là, de Malraux, donc cette tête d'obsidienne réinsérée à l'intérieur du deuxième volume du Miroir des Limbes, sous le titre général « La corde et les souris », cette phrase va revenir. De temps en temps, il prend comme ça ces phrases pivots et il les remalaxe pour renvoyer son exploration. Alors moi, j'ai qu'évidemment, t'as ça. C'était cette phrase qui te hante. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Eh ben, tu cherches. Alors, Malraux, cortège, mort, abeilles, Google. Et tu trouves. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est assez marrant au départ, parce que la première chose. Ah oui, ça, voilà, elle est là, la phrase. La phrase y était en toutes lettres. C'est un article du Monde à la parution de la tête d'obsidienne, donc en 1974. Et là, ben, c'est Bertrand Poirot-Delpech, ce qui m'a impressionné parce que ce gars qui était chroniqueur, feuilletoniste du Monde, un des derniers, là, avec cette Cournot et autres, de cette grande classe de bons hommes, Pierre le Pape, peut-être a été l'ultime, cette tradition-là, avec l'exercice du pouvoir que suppose d'être feuilletoniste, comme depuis Sainte-Beuve. Et Poirot-Delpech, quand j'ai publié pas mon premier, ou enfin en tout cas dans le début là, de mes publications à minuit, j'avais eu droit, pour sortir d'usine, à un feuilleton de Poirot-Delpech, et je me souviens d'une remise de prix, c'était le prix Voltaire. Alors est-ce que c'était pour mon deuxième, là, limite, ou le crime de Buzon, peut-être, en tout cas 85-86, il était venu, on avait discuté tout un moment, un petit bonhomme sec, tout ça, mais cette intelligence là, percussive, c'était rigolo d'ailleurs, parce que c'était les libraires qui attribuaient ce prix, et ça, ils offraient un petit fauteuil Voltaire en maquette, puis au moment de partir, après discuter tout ça, bah, quelqu'un me l'avait piqué, je l'ai jamais... Ben, on me l'a piqué avant même que je le reçoive, en gros. Bon, c'est pas grave, mais c'était bizarre de voir que Poirot-Delpech, quand il bosse sur quelque chose, donc il bosse sur la tête d'obsidienne, sur cette confrontation des temps, des strates de temps, sur la confrontation que fait Malraux sans cesse avec Jacqueline, la dernière compagne, et puis Françoise Gillot, toute récemment disparue. Il a connu aussi Dora Maar dans la toute première période, et c'est Malraux qui a organisé en 66, dans l'apogée de ses fonctions de ministre de la Culture, la première grande rétrospective de Picasso. Donc il y a quelque chose là qui s'entremêle lourdement. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'auteur qui décrit, c'est l'auteur les mains dans la pâte. Et alors, content, tout d'un coup, ça m'a touché quoi? Est-ce que j'ai appris quelque chose sur ma phrase? Rien du tout. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que Poirot-Delpech, quand il a lu et construit son feuilleton là, sur la tête d'obsidienne, ben, c'est sur cette phrase que lui aussi avait buté, cette phrase qui donne pour titre « Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles ». Alors j'ai continué, évidemment tu cherches l'inscription de Thèbes. Alors l'inscription de Thèbes, mort, abeille. Et là je suis tombé sur un livre, alors c'est évidemment toujours les Google Books, enfin les accès aux bibliothèques, c'est pas sur Gallica, c'est autre chose, d'un Lefébure, un égyptologue du 19e siècle, de la fin du 19e. Alors probablement que c'est ce livre majeur que Malraux avait dû lire là, dans tout ce qui phagocyte là, pour la préparation de son musée imaginaire, qui n'est pas un concept simple. Le musée qu'on tient à l'intérieur de la tête et qui nous aide là, dans l'inconnu. Tout le texte sur Picasso, c'est ça. Le peintre ne sait pas ce vers quoi il va. Ça se révèle à lui comme inconnu. Et il sait qu'il va trouver cet inconnu, mais l'inconnu va le laisser ignorer l'inconnu même. Simplement, il l'ignore en même temps qu'il le convoque, en tant qu'inconnu. Et là, 50 pages
Je suis à la deuxième lecture, je ne vais pas vite. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Alors dans le Phébure, après tu rentres les mots un par un. C'est ça, c'est qui est génial avec l'informatique. Bam bam, petite bout de recherche. Et ben, j'ai pas trouvé la phrase. Par contre, j'ai trouvé plusieurs choses. Alors inscription, non, c'est une stèle. Enfin, en tout cas, c'est oui, c'est gravé de façon non hiéroglyphique, non langagière, et là c'est une stèle, je ne sais pas comment il faut appeler ça, une figure qui est énormément commentée, interrogée, et c'est un orant, quelqu'un qui prie, devant lui il y a des cônes, donc a priori ce qui est la forme des ruches, et puis ensuite tout plein d'abeilles verticales qui recouvrent la deuxième moitié de l'image, 3 par 3 sur au moins 5 couches, et ça signifie que la prière, mais la prière c'est l'adresse aux morts, la prière doit être faite avant l'envol des abeilles. Et les abeilles, elles ont besoin de cette chaleur. Je pense que c'est physiologique. Je viens d'écraser un petit nid de guêpes. Là. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais elles étaient encore dans l'ombre. C'est des animaux qui ne bougent pas. Et puis ensuite, il fallait bien que je l'enlève. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mais il faut cette chaleur-là, physiologique, pour qu'elles prennent leur envol. Donc l'adresse aux morts au réveil, le premier devoir de celui qui s'agenouille et prie, ça doit être fait avant. Donc le jour est là, mais avant l'envol des abeilles. C'est ça qu'elle dit, cette image. Mais elle ne dit pas la phrase de Malraux. Alors j'ai continué, parce que le Phébure, c'est passionnant, des choses sur d'autres animaux, les bœufs morts, les bœufs décornés, offerts aux morts. Et il y a les processus d'embaumement, et dans ce processus d'embaumement, ils appellent ce passage aussi, il y a la bouche qui vient comme allégorie. Ah, mon copain Philippe Ramy, l'égyptologue, tiens, on aurait super discuté là, tiens. Cortège des morts, salut Philippe. Ouvrir la bouche, l'embaumement, c'est ouvrir la bouche du mort qui ne peut plus l'ouvrir lui. Et là sont les abeilles. Les abeilles sont ceux qui guident le mort quand il ouvre la bouche pour changer de monde, d'empire, d'état. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Alors, il y a eu plein de choses encore plus annexes dans le Phébure. Cherchez le Phébure, Thèbes, abeilles, vous trouverez tout de suite. C'est évidemment ça qui est passionnant. Mais ce qui est passionnant, c'est ça. C'est que dans le Phébure, il n'y a pas la phrase de Malraux. Il y a cette image de Laurent, il y a ces choses sur les abeilles, le rôle et la prégnance des abeilles dans les symboliques des morts en tant que celles qui vont guider vers la mort, et que ça, c'est lié aussi à la bouche. Alors, la bouche, est-ce que la prière est silencieuse, est-ce que la prière est dite, et qu'elles sont en cortège avec un bruit, parce qu'elles s'envolent tout ensemble, là, devant cet homme qui prie, qui fait sa dévotion aux morts. Mais le mystère, et tu comprends dans ce texte qui parle d'inconnu, qu'est-ce que c'est dans cette question de l'inconnu qui transmue. Là, tu es à écrire sur Picasso mort, et ses toiles harcelantes, dans un château labyrinthe, à l'écart de tout, où toutes les pièces, c'est même plus un château, il dit que Picasso, il peignait dans des endroits très, très restreints, très réduits, tellement c'était encombré. Et il fallait qu'il se fraye un chemin, là, entre ces toiles, pour revenir à l'endroit où il avait ces quelques couleurs. Et Malraux, c'est Picasso, je ne vais pas faire le faux Picasso, je n'ai jamais discuté avec lui, moi. Il y a une autre histoire sur Picasso, tiens, un jour je raconterai. Mais il arrive à reconstruire la déformation du français. Picasso a toujours gardé toute sa vie. Allez chercher, vous trouverez dans YouTube Picasso qui parle. Et il ne sait pas ce que c'est, la couleur. Mais lui, il le reconstitue, il n'en fait pas une caricature, mais il garde la déformation de la langue de Picasso, qui s'est toujours refusé, en gros, à parler
français, parce que la question du langage ne l'intéressait pas. La peinture, oui. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Ben, c'est pas un hasard, parce que Malraux, là, dans ce château, toutes fenêtres ouvertes, qui est là sur le flanc nord de la Sainte-Victoire, avec son immense domaine privé à l'abandon, parce que Picasso, il s'en foutait, lui, c'était juste ce labyrinthe pour entasser, plus de son parcours depuis l'époque Gertrude Stein. À un moment, Malraux dit ça, 1905, et Picasso, non, 1903. Et cette question du masque et cette question de l'inconnu. Que l'art ne ramène pas au jour l'inconnu, mais nous laisse ignorants en présence de l'inconnu. Et que ça peut être sa fonction. Et que c'est pas l'art, pour Picasso, c'est la peinture. Et lui, Malraux, les insectes, les abeilles, la prégnance là, des lumières là, dans cette Provence, évidemment, ça rejoint les abeilles, ce qu'il a lu sur l'Égypte, la question des masques de l'Afrique, de l'Asie, et que tout ça, quand tu écris, ça se rassemble, ça catalyse, et tu écris la phrase. Écoute le cortège des morts avec son bruit d'abeilles. Et que c'est une phrase qui n'a pas d'autre existence que celle que Malraux lui forge.